Et c'est parti, et ça enregistre. Donc, je vais partager mon écran. Je pars ça. On a plein de gens qui vont se joindre à nous. Alors, je démarre le diaporama. Comme je disais à ma super collègue Chantal, j'ai, je ne sais pas pourquoi, une malédiction qui fait que quand je donne une formation de fin de journée, des fois, c'est mon Internet qui lâche, mon ordinateur qui lâche. Mais là j'ai parti 3 appareils, donc je vais pouvoir vous retrouver ailleurs s'il arrive quelque chose. Et on va se magasiner un beau nouveau Chromebook Plus pendant les vacances de Noël avec les spéciaux de Noël. Puis on va être full equip. Alors, merci de vous être joints à nous pour les nouveautés Google Workspace for Education. C'est une rétrospective 2024. J'ai déjà plein de scoops pour 2025, mais j'ai signé une entente de confidentialité et je n'ai pas le droit de vous en parler. Mais promis, en 2025, on va vous partager ça sur les réseaux. On va peut-être faire un autre webinaire où on pourra partager. Mais juste, disons ce que j'ai le droit de dire avec l'entente de confidentialité. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Oh, mais enfin! Donc, on risque d'avoir des belles nouveautés en 2025 qui s'en viennent. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, mais qui ne savent pas qui je suis, mon nom est Alexandra Coutelet. Je suis la geek de service sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais de la consultation, du coaching, de la formation sur les compétences numériques. J'accompagne des milieux scolaires, des entreprises, des travailleurs autonomes. Je me promène un peu partout à travers le Québec et des fois un peu ailleurs. Et aujourd'hui, je donne la formation parce que je suis partenaire avec Google. Donc, c'est donc grâce à Google qu'on a ça aujourd'hui. Et je détiens aussi certaines certifications. Là, s'il y en a qui sont curieux, vous pourrez m'écrire parce que je vais tous vous envoyer un courriel avec mon courriel, avec la présentation et l'enregistrement. Donnez-moi soit quelques heures ce soir, soit demain matin pour vous envoyer le tout, mais vous allez avoir tout ça dans le prochain 24 heures. Et s'il y en a qui sont curieux de savoir c'est quoi ces certifications-là, je pourrais vous en parler avec plaisir. J'ai une certification de Certified Trainer. Ça, c'est le bout de formation. Donc, on fait partie de groupes. On se partage des astuces de formation. On a accès justement à des supports de formation, mais aussi à toutes les nouveautés qui s'en viennent. Donc, on est mis au courant. On est aussi souvent consulté sur que pensez-vous, on s'en va-tu vers là ou vers là. Et récemment, je suis allée me chercher 2 nouvelles certifications. La première s'appelle les Certified Innovator. Ça arrive une fois par année qu'ils ouvrent la certification et c'est un projet qu'on doit proposer. On a une formation très intensive où on fait du design thinking et on doit réfléchir à notre projet et ensuite, on est mentoré toute l'année pour développer ce projet-là qui doit venir résoudre un problème en éducation. Donc, je vous reparlerai de mon projet quand il sera un peu plus complet. Donc, je fais partie maintenant des Certified Innovators et je suis aussi allée chercher une certification Chrome OS Administrator, qui est une certification pour apprendre à gérer les Chromebooks dans la console d'administration. Là, ceux qui seraient venus aujourd'hui pour avoir les nouveautés dans la console d'admin, je n'ai pas inclus ça. J'ai inclus vraiment tout ce qui était au niveau de l'usager, les outils qu'on utilise, les fonctionnalités nouvelles dans nos outils. Mais sachez que j'ai soumis un atelier à la COPS pour parler justement de la console d'administration. Donc, s'il y en a qui sont curieux, qui se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, en espérant que je fasse partie de la programmation, on pourra démystifier le tout. D'ailleurs, l'équipe de Google for Education va être présente à la COPS. Vous allez pouvoir venir leur poser les questions en personne, peut-être même tester certaines nouveautés 2025 directement. Et je suis accompagnée aujourd'hui de ma super collègue et amie, Chantal Abran, qui est administratrice, je vais y arriver, du groupe GEG Québec qui est sur Facebook, que vous allez retrouver en tapant GEG Québec. Qu'est-ce que c'est GEG? C'est Google Educator Group. On est plus de 900 membres maintenant sur la page. On y partage justement les nouveautés parce que beaucoup des ressources sont en anglais, donc on les traduit, on vous les partage, mais il y a beaucoup de questions et de partage de la communauté aussi, donc n'hésitez pas à rejoindre le tout dans les prochaines heures. Moi et Chantal, on ira accepter votre candidature avec grand plaisir. Et Chantal va être dans le clavardage pour m'interrompre s'il y a quoi que ce soit.
Euh, j'ai pas ouvert vos micros parce qu'en 1 heure, le temps de passer au travers de tout ça, je prendrai pas d'intervention à part celle que Chantal va avoir en me disant Alexandra, on voit plus ton écran, puis tu parles tout seul depuis 10 minutes. Donc, mais à la fin, je peux tout à fait rester. Je peux rester plus longtemps que l'heure qui était prévue aussi, s'il y en a qui veulent rester, poser des questions. Et comme je vous disais, vous allez recevoir mon courriel. Donc, gênez-vous pas de poser la question par courriel ou sur le groupe GEG Québec. D'ailleurs, si vous pensez que ça peut servir aux autres, GEG Québec est toujours la place pour poser la question. On apprend, moi, Chantal et Roxane, qui n'est pas avec nous pour le moment, mais qui administre le groupe aussi, on apprend des choses régulièrement, nous aussi, de vos partages. Donc, ne vous gênez pas. Où est-ce que j'ai pris toutes ces nouveautés-là? Il y a plusieurs endroits où s'informer pour les nouveautés. Je vous parlais de la console d'administration. Vos administrateurs de console ont un endroit où ils voient arriver toutes les nouveautés dans les outils, savent que ça s'en vient, les dates et tout, ont l'information. Mais nous aussi, sur le web, on peut aller chercher cette information-là, même si on n'est pas administrateur de la console. Et dans la présentation que je vais vous envoyer, vous avez le lien cliquable. Le site est en anglais. Vous pouvez utiliser la fonction de traduction de Chrome pour traduire le tout sans problème. Et vous allez pouvoir naviguer par outil et voir les nouveautés dans chacun des outils, ce qui s'en vient et les dates. À noter qu'il y a plusieurs moments où les nouveautés sont déployées et il y a aussi des nouveautés dans différents comptes. Il y a une différence entre notre compte Gmail et nos comptes éducation, par exemple. Donc, il y a des choses qui ne seront pas déployées nécessairement en même temps. Donc, pour justement parler du calendrier de déploiement, on peut aussi accéder dans une vision calendrier. On peut même s'abonner au calendrier et on peut le voir donc dans notre calendrier. Je vous dirais que moi, je ne l'active pas en tout temps parce que c'est très chargé. Ça charge mon calendrier de bien des choses, mais ça nous donne les dates à laquelle on va voir activer les nouveautés. Ça se peut que dans votre établissement, on ait choisi de retarder un petit peu la date de déploiement de la nouveauté. Puis je vous explique pourquoi. Parfois, on a une date qui est annoncée. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, waouh, une nouvelle fonctionnalité. Puis là, il y en a qui vont dire, ben moi, je l'ai dans mon compte. Puis Chantal, elle ne l'a pas dans son compte encore. Mais pourquoi? Parce que c'est une bonne pratique d'attendre un petit peu pour laisser le temps, par exemple, à d'autres extensions ou d'autres produits que vous utilisez, de se mettre à jour aussi avec ces nouveautés-là. Donc, on attend un petit peu, on leur laisse le temps et elle est déployée un peu plus tard. Ce n'est pas le cas pour le déploiement des mises à jour de sécurité. On parle plus de nouvelles fonctionnalités. On ne voudrait pas que ça entre en conflit avec vos outils préférés. Donc, souvent, ils vont attendre et laisser un petit peu plus de temps. Ça va être testé au début, là, peut-être par vos services informatiques et déployé par la suite. Donc, si vous voyez une nouveauté, là, pas ceux-là aujourd'hui parce qu'elles sont toutes déployées et toutes disponibles, mais ça se peut que, oups, il faut attendre encore quelques semaines, mais c'est jamais bien, bien long. Aujourd'hui, je vais présenter des nouveautés dans les différentes éditions de Google Workspace et je vais vous inviter à être attentifs aux petites bulles qui sont écrites là pour voir est-ce qu'elles sont disponibles dans la version Google Workspace for Education que vous avez de votre côté. Il y a 4 versions. La première, éducation standard, vous ne la verrez pas souvent dans mes diapositives parce que c'est beaucoup plus au niveau de la console d'administration. C'est une version qui donne des tableaux de bord, des rapports supplémentaires dans la console, donc moins au côté usager. Donc, c'est pour ça que vous allez la voir moins souvent, mais je voulais la mettre quand même pour qu'on comprenne qu'il y a les 4 versions. Vous avez ensuite Éducation Plus, qui est celle qui est comme la totale, qui regroupe tout ce qui est dans les 3 autres. Sinon, vous avez les Teaching and Learning. Ce sont des licences qu'on attribue aux enseignants qui sont vraiment pour des outils pédagogiques. Éducation Plus, parfois, des outils d'analyse pour les services informatiques. C'est pour ça qu'elle inclut, par exemple, Education Standard. Et si on a la version gratuite de Google Workspace for Education, elle s'appelle la Fundamentals. Donc, quand vous voyez ça, bien souvent, c'est qu'elle est disponible, la fonctionnalité, pour tout le monde. Donc,
Portez attention, parfois, dans ma diapo, elle est en bas, des fois, elle est en haut selon la mise en page, mais vous allez voir si c'est disponible pour votre version. Si vous n'êtes pas certain, si vous avez la version, vous pouvez vous informer peut-être au service informatique de votre établissement, voir quelle version de Google Éducation vous avez. Je ne prends pas de questions avant la fin, mais je prends des réactions, par exemple. Et là, j'aimerais ça être complètement bombardée de réactions à chaque diapo que je vais présenter. Vous avez dans Google Meet plusieurs réactions possibles, un cœur, un pouce en l'air, des confettis, des applaudissements. On pleure de rire, on est surpris, on est triste. J'espère que vous ne serez pas trop triste, là, ce n'est pas l'objectif. Vous pouvez être perplexe et on peut ne pas aimer. Vous avez le droit aussi. Et plus on le fait, plus il va arriver des réactions. Par exemple, plus on met de confettis, plus éventuellement, vous allez voir des confettis exploser. Donc, vous allez complètement me déstabiliser dans ma présentation pour le prochain 35 minutes en mettant toutes les réactions inimaginables que vous voulez mettre. Je n'ai pas de souci. Allez-y, bombardez-moi de réactions. On est prêt? Et on part. Donc, on ne peut pas faire autrement que de parler 2024 et parler d'intelligence artificielle. Je peux pas l'aborder. Ça a été une grosse nouveauté. Alors, je vous en présente deux qui ont eu lieu en 2024. On a Gemini qui est arrivé dans la suite Google. On avait Bard qui s'appelait avant, maintenant Gemini qui est partout. C'est gratuit. Il est disponible en français au Canada. Donc, au début, quand il est sorti, il était juste en anglais. Là, tranquillement, il est devenu disponible en français également. Et depuis peu, il est disponible aux 13 ans et plus si c'est activé dans votre console, disponible aux élèves. Donc, ça, c'était un choix organisationnel aussi, à voir où vous en êtes dans tout ça. Mais il est disponible pour les 13 ans et plus. À savoir que les données ne servent pas à l'entraînement. Donc, ce qu'on met comme question, comme requête, ne sert pas à entraîner Gemini. Et les données ne sont pas non plus analysées par des humains. Là, il n'y a pas un humain en arrière qui relie vos requêtes et autres. Si on a Éducation Plus, il y a aussi un support d'admin de plus dans votre console d'admin, donc des paramètres supplémentaires qu'on peut aller chercher. Et il y a une protection de données commerciales. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je n'embarquerai pas là-dedans. C'est dans le contrat légal de tout ça. Donc, on va laisser les avocats lire les contrats légaux, mais il y a une protection de données commerciales. Nous, on n'est pas très dans le commercial, donc ça devrait bien aller. Et il y a une version payante. Pour le moment, pas tout à fait 100% disponible en français. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais vous présenter beaucoup aujourd'hui. On en reparlera dans les nouveautés 2025. Mais il y a une version payante qui fait que ça s'intègre dans notre Google Slide, dans notre Google Doc et autres. Donc, à venir pour le français, il y a quelques petites fonctionnalités qui sont disponibles, mais pas complètement pour le moment. Donc, revenons-y plus tard. Il y a un autre outil que je ne sais pas si vous avez découvert, c'est mon outil chouchou de 2024, c'est Notebook LM. Notebook LM était en mode expérimental, donc probablement que certains, avec leur compte scolaire, n'y avaient pas accès encore. Maintenant, il fait partie de ce qu'on appelle les autres services Google. Qu'est-ce que c'est un autre service Google? Vous avez votre suite éducation qui est Google Classroom, Google Doc, les outils qu'on a par défaut là, dans notre Golf qu'on voit arriver. Et il y a d'autres services qui peuvent être activés, mais qui ne sont pas des services éducation. Je vous explique, par exemple, Google Maps est un outil de la suite Google, fait par Google, mais qui n'est pas à visée éducative, qui est bien pratique quand je me déplace d'une école à l'autre, mais qui n'est pas à visée éducative et qui ne permet pas à vos services informatiques, par exemple, de paramétrer là, des choses précises en lien avec l'éducation dans Google Maps. Soit on l'active et là, il est disponible comme au grand public, soit on le ferme. Donc, il doit être activé. Mais Notebook LM, s'il est activé dans votre organisation, fait partie des autres services Google. On peut lui donner, qu'est-ce que c'est Notebook LM? C'est comme une intelligence artificielle, mais qui ne parle qu'à vos sources. Donc, vous allez lui donner des PDF, des documents qui sont dans votre Google Drive, par exemple, des sites web, des citations que vous pourriez avoir copiées, collées, et vous allez pouvoir interroger l'IA
dans vos sources à vous. Donc, il ne va vous répondre qu'à partir de vos sources et il va citer où il a trouvé la réponse dans vos sources. Je m'en sers pour une panoplie de choses. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il nous propose non seulement de clavarder avec nos sources, mais il nous propose des résumés, des questions fréquentes, des guides d'études et même un balado qui est possible en français si on personnalise le tout. Et dans ce qu'ils viennent juste d'annoncer, on va même pouvoir, là, c'est à voir si c'est avec la version payante, mais on va pouvoir ajouter notre propre voix à la conversation du balado. Donc, j'ai très hâte de tester le tout. C'est un outil qui évolue, donc super intéressant. Notebook LM, c'est par contre 18 ans et plus, donc ce n'est pas pour les élèves. Par contre, ce que vous créez avec Notebook LM peut être partagé avec les élèves. Donc, si je lui demande de créer un guide d'études à partir de mes notes de cours, je peux partager le guide d'études par la suite avec mes élèves. Donc, on me pose la question clientèle FP, ben c'est 18 ans et plus. Donc, s'ils ont 18 ans et plus, ça peut tout à fait être utilisé sans problème. C'est une question d'âge pour le moment et une question, est-ce que c'est activé dans votre organisation? Alors, on part avec Google Doc ou Google Documents. Pourquoi à chaque fois je l'ai écrit de deux façons? Parce que selon votre configuration de langue, des fois ça s'appelle Docs, des fois ça s'appelle Document. Donc, je l'ai mis des deux façons pour que vous ne soyez pas perdus selon votre affichage. Des fois, c'est parce qu'on a Français-France, Français-Canada ou un français plus général. Et là, selon, ben, il s'appelle de différentes façons. Donc, voilà. Les onglets dans Google Doc est une fonctionnalité que j'adore, qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, ça nous permet d'organiser un document qui aurait, par exemple, plusieurs pages en onglets. Pensez à un cartable avec des onglets. Donc, chaque section est indépendante. On peut ajouter des sous-sections à nos onglets. On peut ajouter des emojis comme dans le titre pour pouvoir identifier rapidement nos onglets. Et on peut partager le lien directement vers un des onglets. Donc, si on a un document avec beaucoup d'informations, un guide d'études ou autre, mais on pourrait cibler une section, donc un onglet en particulier pour partager le tout. Et bien sûr, tout ça se déplace, se partage et collaboratif comme n'importe quel Google document. J'ai vu par exemple des travaux d'équipe où chaque élève avait son onglet et travaillait dans son document, chaque section. J'ai vu des guides informatiques être partagés avec un Google Doc avec les procédures à suivre. Donc, beaucoup de belles possibilités et disponibles pour tous. Disponible pour tous aussi, les images de couverture. Ça fonctionne, attention, en mode sans pagination. Donc, quand vous allez dans le fichier, que vous allez dans la configuration de la page, il va falloir aller le mettre sans pagination. Donc, ça devient un document là, qui n'a pas les marges pour imprimer. On est dans un document à consulter en ligne. On peut ajouter une image de couverture. Il y a même une banque d'images qu'on peut choisir où on peut venir personnaliser notre document. Ça devient, voyez-le comme un micro-site web où on pourrait avoir une belle image de couverture, les informations par la suite dans un document qui est collaboratif, donc intéressant aussi. Une autre nouveauté dans Google Documents, dans la version Éducation Plus, ce sont les signatures électroniques de vos documents. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir à utiliser des extensions à la DocuSign et autres pour pouvoir faire signer des documents, mais il est possible maintenant dans Google Doc et dans vos PDF de pouvoir demander des signatures, même plusieurs signataires. Donc, on a un petit panneau, on décide combien de personnes doivent signer, est-ce qu'ils doivent mettre des initiales ou une signature. On invite les gens à signer le tout, on envoie le document et il peut être signé. Donc, on vient de se sauver d'une autre extension ou d'un autre produit et on reste dans notre Google Document. Il y a beaucoup de polices d'écriture qui ont été ajoutées. Si vous ne connaissez pas le site Google Fonts, c'est un site où vous pouvez aller consulter toutes les polices d'écriture qui sont disponibles dans Google Doc. Là, je l'ai mis avec Google Documents, mais c'est aussi disponible dans Google Présentation, dans Google Site. Vous avez accès à des tonnes de polices d'écriture et ils ont ajouté plus d'une 50aine de polices d'écriture manuscrites. Donc, de pouvoir avoir des documents d'écriture manuscrite
manuscrite, faire pratiquer l'écriture manuscrite, par exemple, aux élèves. Donc, allez voir Google Fonts pour pouvoir tester, voir qu'est-ce que ça a l'air à l'écran, pouvoir y aller par filtre aussi si vous voulez avoir des polices qui respectent l'accessibilité et autres. Donc, allez faire vos choix de police. On n'a pas besoin d'aller télécharger ça d'ailleurs pour importer. Il y en a une tonne. Vous devriez y trouver votre compte sur Google Fonts. Je passe à Google Formulaire. Chantal, j'ai pas vu de... Tout va bien, je suis encore connectée. Tout va bien, oui, pas de problème. C'est même tranquille dans le chat. Mais oui, mais tout le monde. Puis vous êtes tranquille dans les réactions, je trouve. Là. Fait que c'est soit c'était pas assez wow, soit vous êtes gêné de m'envoyer des cœurs et des feux d'artifice. Mais bombardez-moi, il n'y a pas de souci. Donc, Google Formulaire maintenant ou Google Forms selon notre affichage. Une nouveauté que j'aime beaucoup, c'est l'ajout des étoiles. Donc, on a un nouveau type de question qu'on peut ajouter. Je dis les étoiles parce que j'aime bien, mais ça peut être des pouces en l'air ou des cœurs. Donc, on peut faire voter les gens avec des étoiles, des pouces en l'air ou des cœurs dans un formulaire et c'est disponible pour tous. Donc, un bel ajout de questions. On aime ça, pouvoir faire voter, par exemple. Je sais que j'ai plusieurs amis conseillers pédagogiques autour de la table. J'allais dire, on n'est pas d'une table, mais bon, autour de la présentation. Mais ça pourrait être dans un formulaire de rétroaction, par exemple, de faire voter les gens. Ça pourrait être des élèves aussi qui donnent la rétroaction à d'autres élèves dans des projets. Donc, voilà une nouveauté dans Google Formulaire. Et là, ben, cette année, il y a eu énormément de nouveautés dans Google Classroom parce que Google Classroom a fêté cette année ses 10 ans. Je ne sais pas si vous utilisiez il y a 10 ans Google Classroom. Moi, oui, ça a évolué beaucoup. On a beaucoup de fonctionnalités, mais cette année, ils nous ont vraiment gâtés avec plein de fonctionnalités supplémentaires. Donc, une des fonctionnalités supplémentaires, ce sont les modules complémentaires qui sont disponibles avec Teaching and Learning et Éducation Plus. Il y a plusieurs outils qu'on aime beaucoup utiliser qui se sont ajoutés à l'ensemble des outils de modules complémentaires dans Google Classroom. Donc, là, vous voyez mon petit GIF animé qui les ajoute. On reconnaît des Genially, des Kahoot, des Screencastify, des Kami. Alors, qu'est-ce que c'est un module complémentaire? Bien, c'est un module qui est ajouté dans Google Classroom et donc, les deux sont en quelque sorte connectés, ce qui évite à l'élève d'avoir à naviguer en dehors de Classroom pour interagir avec un outil, qui lui évite d'avoir à se reconnecter à un autre compte, de se créer un compte et tout. Il passe par Classroom, ça ouvre dans le même écran, on n'a pas perdu notre onglet, on ne cherche pas notre mot de passe, notre connexion ou autre, tout reste à la même place et c'est la même chose pour l'enseignant, tout reste dans un endroit à travers Classroom. Bien sûr, j'aimerais ça vous dire que tous ces outils-là sont maintenant inclus, mais il y a plusieurs de ces outils-là qu'il faut être abonné. Mais si vous voyez dans mon petit GIF animé un outil auquel vous êtes déjà abonné, bien, si vous avez Éducation Plus ou Teaching and Learning, ils peuvent maintenant être intégrés, ce qui va vous éviter de naviguer entre plusieurs plateformes avec vos élèves, ce qui peut être ultra intéressant. Il y en a par contre quelques-uns, dont Google Arts and Culture, qui est disponible gratuitement comme module complémentaire. Mais il y en a un nouveau qui s'appelle Read Along. Et je vais faire jouer la vidéo, mais je ne sais pas s'il va y avoir le son. Je ne sais pas si elle va jouer. Je suis mieux de ne pas faire ça. Ça va faire, me connaissant, je vais avoir réussi à te faire planter. Donc, Read Along, c'est un outil pour la lecture qui est disponible présentement en anglais, en espagnol et en portugais. On aime beaucoup l'outil. C'est de l'apprentissage de la lecture autonome. Ça travaille la fluidité en lecture, entre autres. Donc, si je pouvais faire jouer, ça aiderait. On va essayer, c'est ça? Oui. Vous le voyez à l'écran, le son ne sera pas génial, mais vous voyez, on ne verrait pas la petite fille à la caméra. Là, ça n'active pas sa caméra. Là, on est en train de pratiquer sa lecture. Et comme vous voyez, il y a un personnage qui la motive, qui la corrige dans sa prononciation, par exemple, et va pouvoir pratiquer la lecture de cette façon-là.
C'est un module complémentaire qu'on peut utiliser avec Éducation Plus et Teaching and Learning. Il y a plus de, je crois que c'est 800 titres ou 800 ou 900 titres de livres qui sont disponibles qu'on peut assigner aux élèves, beaucoup dans les niveaux, au niveau du primaire, quoi, que j'ai vu des usages au secondaire en langue seconde, par exemple, en anglais langue seconde, qui étaient très intéressants. Et je suis tenue à la confidentialité, mais il y a des belles nouveautés qui s'en viennent en 2025, donc je passe à la version suivante. Je surveillerai attentivement cet outil. Un autre qui est un module complémentaire aussi, YouTube, qui il y a plusieurs années, on nous avait ajouté justement YouTube comme module complémentaire, ce qui permettait directement dans Google Classroom de faire une recherche de vidéos YouTube. Si vous vous souvenez, là, ceux que ça fait 10 ans, Google Classroom, il fallait trouver le lien, il fallait le recopier, on l'insérait, on le joignait au devoir. Et là, on a vu apparaître la petite bulle de YouTube qui nous permettait de chercher directement sans avoir à sortir de Google Classroom. Mais quand je vous parle de module complémentaire, c'est exactement ça. Et là, on a une nouveauté dans ce module complémentaire-là qui s'appelle les questions interactives avec YouTube, qui est disponible pour Teaching and Learning et Éducation Plus, qui nous permet d'ajouter de l'interactivité. On peut ajouter des questions à choix multiples, des cases à cocher. On peut ajouter des réponses courtes et on a vu plusieurs nouveautés arriver dans cet outil-là. Donc, je ne serais pas surpris de voir en 2025 d'autres nouveautés. C'est tout ce que je dis. Ensuite, un autre module complémentaire qui a été ajouté pour Éducation Plus et Teaching and Learning, ce sont les exercices guidés. J'aime beaucoup leur nom en anglais qui s'appelle le Practice Sets. Donc, ils servent à se pratiquer, donc être en apprentissage, de se pratiquer sur des connaissances. L'idée, c'est vraiment pas d'être un outil évaluatif, c'est de l'aide à l'apprentissage, mais ça nous donne aussi tout comme les questions interactives dans YouTube, un tableau de bord comme enseignant avec une tonne de données. Dans les deux cas, on peut voir, par exemple, combien de questions ont été ratées, combien d'essais. On peut voir la question la moins bien réussie, autant dans les questions interactives que les exercices guidés. Ce qui est chouette avec les exercices guidés, c'est qu'on ne recommence pas à zéro. On peut importer tous nos Google formulaires. On peut importer nos questions en PDF. On n'a pas à tout retaper. On a la possibilité que les images suivent, ce qu'on n'avait pas, mais que pendant l'année, ils nous ont ajouté. On a un clavier mathématique. On a une explication de la démarche qui peut être ajoutée, surtout si vous avez des appareils tactiles et autres. On peut ajouter de la rétroaction avec des indices, des vidéos. Et je ne serais pas surpris de voir beaucoup d'évolution de cet outil qui est constamment bonifié. En anglais, il y a de l'IA qui est ajoutée pour nous suggérer, par exemple, des questions dans les questions interactives. Donc, c'est quelque chose qui, d'après moi, en 2025 s'en vient pour nous suggérer des questions à ajouter d'un côté comme de l'autre. Donc, on va voir beaucoup de fonctionnalités, d'après moi, dans ces outils-là. Dans la version Éducation Plus, on a parlé de données avec les deux outils qu'on vient de voir. On a des données d'analyse qui sont arrivées dans Classroom. C'est quelque chose qui était demandé depuis plusieurs années. Est-ce que je peux voir si mes élèves y vont dans mon Classroom? Est-ce que je peux voir s'ils remettent leurs devoirs? Est-ce que je peux voir des statistiques? Donc, on a des outils d'analyse qui nous permettent, par élève, par classe, et pour, par exemple, une direction d'école ou un gestionnaire d'un centre de service, par exemple, d'avoir accès à l'ensemble des classes qui sont en fonction, par exemple, dans leur organisation, de pouvoir voir le taux d'engagement. Ça peut servir à prendre des décisions en équipe. On voit qu'il y a une baisse, par exemple, du taux de remise de travaux et devoirs depuis quelques semaines. Bien, on en parle en réunion niveau, on ajuste, on voit ce qui se passe. Donc, des données d'analyse dans Google Classroom qui sont fort intéressantes. Il y a aussi des nouveautés au niveau du carnet de notes. Je sais qu'on utilise beaucoup Mosaïque Portail ou Pluriportail selon nos milieux pour entrer nos notes, mais ça peut être chouette d'avoir un deuxième endroit où conserver des traces. Et ils ont ajouté plusieurs fonctionnalités dans le carnet de notes. Le premier qui est disponible pour toutes les éditions, c'est pour ça que j'ai mis pour tous en parenthèse, c'est d'automatiser qu'est-ce qui se passe quand il y a un travail manquant. Donc, quand le devoir
est manquant, on peut le laisser comme ça va dire manquant. Mais parfois, on veut attribuer tout de suite une note au travail manquant, bien, c'est possible. Donc, on peut venir le modifier et que ça se fasse automatique. On va toujours avoir la possibilité d'aller l'ajuster par la suite. On a vu en 2023, parce que je regardais, je pensais que c'était une nouveauté 2024, mais non, c'était en 2023, la possibilité d'excuser le devoir. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait aller faire, dire il n'est pas manquant, il n'a pas reçu un 0, par exemple. C'est moi qui lui avais dit que celui-là, il ne le faisait pas. Donc, on a plein de possibilités pour jouer avec le tout. Ce qu'il y a de nouveau dans les versions Éducation Plus et Teaching and Learning aussi, c'est l'organisation par étapes. Donc, dans votre console d'admin, ça pourrait être poussé à tous, mais ça peut être fait individuellement aussi, par école, par établissement, par exemple. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un carnet de notes qui déroule, moi, je l'ai utilisé pendant des années, mais là, rendu en mai, là, il était difficile à consulter. Là. Je le sortais en tableur, puis après ça, je réorganisais. C'était beaucoup de travail. Là, par étapes, filtré par étapes, déjà, on a une vue globale. Et parlant d'avoir une vue globale, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi décider que plutôt que d'avoir des notes, on veut des lettres, on veut des échelles de compétences. On pourrait utiliser, par exemple, les emojis, mettre un système d'étoiles, de bonhomme sourire ou autre, de couleurs aussi. Il y en a qui m'ont posé la question, bien, dans les emojis, on a des couleurs, on a des points de couleurs qu'on pourrait utiliser. Donc, ça nous donne une belle vue d'ensemble pour porter notre jugement professionnel par la suite. Donc, ça peut être un endroit où on garde des traces de cette façon-là. Et une autre nouveauté qui était fort appréciée, c'est l'organisation par groupe. Donc, on peut, dans la section personnes de Google Classroom, aller organiser des groupes à l'avance, ce qui va faciliter le partage de nos documents plus tard. Ça ne fait pas des groupes collaboratifs. Si je partage, chaque élève n'est pas au courant là, que ça a partagé directement avec un groupe. Mais pour moi, comme enseignant, ben, plutôt que de dire, bon, on va aller cliquer Chantal, Myriam, Julie, envoyer, je vais aller rechercher une deuxième fois, envoyer, ben, on peut sélectionner nos groupes et les faire à l'avance. On espère qu'il y a des ajouts qui vont nous permettre, par exemple, le travail d'équipe. Ça m'a été beaucoup demandé. J'ai passé le message. Ça serait super intéressant, justement, de pouvoir dire, voici une équipe et automatiquement, je partage, par exemple, un Google document et il est partagé à l'équipe. Ça pourrait être très intéressant, effectivement. Puis pour le moment, au moins, on peut présélectionner nos groupes. On a aussi un nouvel aperçu avec la version Éducation Plus pour les parents. On avait déjà, on pouvait inviter là, ce qu'ils appellent dans leur jargon, là, les tuteurs légaux qu'on pouvait ajouter. Il y avait une espèce d'infolette qui partait automatiquement et qui donnait des nouvelles aux parents. On n'avait pas de contrôle sur quand est-ce que ça partait exactement. Et les parents pouvaient juste voir qu'il y avait eu un devoir puis qui était manquant. Ils ne pouvaient pas voir qu'est-ce que c'était. Ils ne pouvaient pas voir les ressources qui avaient été présentées non plus. Bien maintenant, dans la version Éducation Plus, on peut envoyer un aperçu juste de la page travaux et devoirs aux parents. Ça se partage avec un lien. Donc, on peut l'envoyer par courriel. On copie-colle le lien dans le courriel. Les parents n'ont pas accès à faire le devoir à la place de leur enfant. Ils n'ont pas besoin d'être ajoutés comme élèves dans votre classroom. Ils ont besoin d'être ajoutés, par contre, comme étant un tuteur pour pouvoir y avoir accès. Il faut aller activer cette fonctionnalité-là. Et ils vont pouvoir voir le titre, la description, les fichiers qui sont attachés. S'il y a un Google Doc et il doit aller m'écrire sa production écrite, il ne pourra pas l'ouvrir parce qu'il n'est pas l'élève. Il ne pourra pas aller le voir, mais au moins, il va pouvoir voir, bien, tu sais, Chantal, ton enseignante, t'a mis un lien vers un site d'AlloProf. Je t'invite à aller voir ça pour avancer, à te donner des ressources pour avancer. Puis regarde, les instructions sont bien écrites. Donc, ça donne un aperçu aux parents de ce volet-là. Dans Google Présentation, que j'utilise présentement, il y a eu plusieurs nouveautés aussi. Je vous en présente deux qui sont disponibles avec la version Éducation Plus que j'aime bien. Peut-être pour l'enseignement à distance ou l'enseignement, peut-être la classe inversée aussi, de pouvoir envoyer de la matière à écouter pour pouvoir profiter du temps de classe, d'être collaboratif, par exemple. Alors, il y en a deux. Il y a les vignettes et l'enregistrement. Je m'explique. Les vignettes, ce sont des petites bulles qu'on peut rajouter dans notre présentation qui, en activant notre caméra, on va nous voir à l'écran sur chacune des diapos.
Donc, on peut décider, vous voyez là un peu comme tous les outils d'enregistrement d'écran d'habitude, on peut choisir de voir son visage. Mais là, je peux l'utiliser sans nécessairement être en mode enregistrement. Donc, je pourrais présenter à l'écran présentement puis avoir mis mon visage dans un cœur ou autre et choisir où je vais placer l'image. Donc, pour garder l'attention dans notre présentation, ça peut être très chouette. On a aussi un outil d'enregistrement dans Google Présentation qui fonctionne comme tous les autres outils d'enregistrement, mais là, vous en avez un déjà dans Google Présentation. L'enregistrement va dans votre Google Drive, super simple à partager. Et lui aussi a sa petite vignette que je peux déplacer, mais je pourrais choisir de ne pas utiliser celle-là et d'utiliser l'autre que vous voyez à la gauche de l'écran pour pouvoir choisir la grosseur, la forme. Mon visage peut être dans un carré, un cœur ou autre, donc je pourrais le placer. Donc, vous avez des possibilités des deux côtés et on part un enregistrement comme n'importe quel autre outil. 3, 2, 1, ça part et je fais ma narration de ma présentation qui peut être ensuite déposée dans Google Classroom, par exemple. On a vu plusieurs nouveautés aussi dans Google Drive ou Google Disc, selon votre affichage. Des fois, c'est des petites choses. Moi, je ne sais pas si c'est mon petit côté geek, mais des fois, c'est minuscule comme nouveauté. Puis je suis comme, oh, mais ça, c'est chouette. Et c'est tout petit. Et celui-là, c'est un tout petit, un aperçu de fichier dans Google Drive. Donc, on amène notre souris sur le fichier et on peut voir un aperçu du fichier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, j'ai des fichiers, ils se ressemblent tous. L'un et non se ressemblent tous. Où on a des images, puis là, ben, c'est laquelle? C'est image 806, puis image 807, puis image 808. Puis là, c'est laquelle que je veux ouvrir? Ben, en amenant notre souris, ben, boum, on a un aperçu. Donc, avant de me mettre à ouvrir 25 fichiers pour trouver c'est lequel, j'aime l'aperçu. Donc, voilà, moi, des petites nouveautés comme ça, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour me rendre heureuse. Donc, vous passerez le message à mon chum que c'est des choses comme ça dans la vie qui me rendent heureuse. Un autre petit rien du tout, c'est les jetons de recherche. Donc, on a amélioré l'espèce de recherche dans Drive. C'était plus au début de l'année 2024, donc peut-être que vous êtes déjà habitués, vous dites, c'est pas nouveau, ça fait longtemps. Mais on peut bien sûr chercher avec la barre de recherche en haut qui fait une très bonne job, mais on peut filtrer aussi, si vous voyez, on peut filtrer par type de document. Donc, je peux lui dire, bon, cherche un document que Chantal m'a envoyé. Je vais aller mettre Chantal. C'était un Google Présentation. Je vais aller mettre Présentation et ça vient de faire un grand fil dans mes documents. Et là, après, je peux prendre le petit aperçu puis m'assurer que c'est celui-là. Donc, tout est dans tout et ça fonctionne super bien. Il y a eu plusieurs nouveautés dans Google Meet aussi. Ceux qui l'ont utilisé dans le temps, dans le mot qu'on ne doit pas nommer, là, qu'on a fait des choses à distance, on avait bien des fonctionnalités qu'on attendait. Ben, ils sont pas mal toutes là, je vous dirais. Mettons que dans toute ma liste de souhaits, sont pas mal toutes arrivées. Donc, cette année, il y en a eu plusieurs autres. Une qui est vraiment, vraiment simple, c'est de pouvoir retirer les tuiles qui n'ont pas de vidéo. Donc, dans l'affichage, quand on veut voir tout le monde, on peut fermer la tuile qui n'a pas de vidéo. Ça peut être utile pour optimiser votre affichage. Et un que j'aime beaucoup, que j'ai ici de disponible, c'est les outils d'annotation. Donc, je peux annoter à l'écran pendant ma présentation. On a, par exemple, ce que je viens de faire, là, qui est l'encre qui disparaît. J'aurais dû changer la couleur pour rose, ça aurait été plus joli. On peut avoir un crayon, donc je peux annoter à l'écran directement. Je peux rajouter une boîte de texte, je peux rajouter des petites notes dans mon écran. Bref, plusieurs outils qui permettent d'animer la rencontre comme je le fais là et d'avoir des outils d'annotation qui rendent nos présentations encore plus dynamiques. Bon, quand je vous disais ça, c'est les petites choses de geek qui, des fois, me rendent heureuse. Celle-là me sert régulièrement. Il y a des filtres de retouche d'image dans Google Meet. Donc, présentement, c'est sûr que là, avec mes lunettes, vous ne voyez pas trop mes cernes, mais ça fait une très, très, très bonne job de lisser ici, là, mes petits cernes à l'écran. Bon, vous allez me dire, pas révolutionnaire pour la pédagogie, mais très bon pour quand on passe nos journées à se regarder dans un écran. Vous avez aussi des arrière-plans
Ça peut optimiser l'éclairage. Donc, avec les versions Teaching and Learning et Éducation Plus, vous avez des petits outils de retouche d'image. L'éclairage est vraiment génial aussi. J'aime le recadrage aussi. Il va toujours s'arranger pour que je sois au milieu de l'écran. Donc, des petites choses à mettre en place. Puis bon, ben, si vous voulez effacer vos cernes, c'est faisable dans l'outil aussi. On peut aussi maintenant épingler les participants. On peut choisir, par exemple, d'épingler à l'écran 4 personnes qui vont présenter. On peut épingler la présentation et on peut le forcer sur les participants. Donc, je pourrais décider que moi et Chantal, on est à l'écran. On veut absolument que c'est nous que vous voyez et que même si quelqu'un d'autre parle, la personne ne va pas soudainement arriver à votre écran, qu'on se concentre sur les présentateurs. Génial pour des présentations d'équipe où on veut vraiment qu'on se concentre sur les intervenants qui parlent et tout. Donc, le petit épinglage qui est arrivé. Un autre mode que j'aime beaucoup, surtout si vous avez parfois des réunions un peu ennuyantes et que vous basculez tout à coup dans vos courriels pendant, j'espère que vous n'êtes pas en train de faire ça, parce que là, si vous êtes en train de faire ça, vous avez déjà vu l'incrustation d'images. Je n'aime pas le mot incrustation d'images. On dirait que c'est des crustacés ou quelque chose. Mais bon, picture in picture en anglais, c'est dans le fond le fait que votre bulle de Google Meet va vous suivre partout où vous allez. Donc, si vous étiez en train déjà là, de regarder d'autres ressources que Chantal a partagées dans le clavardage, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une petite bulle qui vous a suivi partout. Donc, ça permet de pouvoir naviguer et faire autre chose que j'espère que vous n'êtes pas en train de faire présentement. Si vous n'êtes pas en train de faire ça, mettez des cœurs ou quelque chose pour prouver que j'ai raison. Ensuite, Google Agenda a eu plusieurs nouveautés. Une que j'aime énormément, c'est le planning ou le calendrier de rendez-vous. Donc, quand vous allez dans Google Agenda et que vous créez un nouvel événement, vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, une option qui s'appelle Planning ou Calendrier des rendez-vous, qui vous permet de configurer un calendrier que vous allez pouvoir partager pour que les autres puissent prendre rendez-vous avec vous. C'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est tout ce qu'ils ont ajouté dans le calendrier, dont la possibilité de tenir compte de plusieurs calendriers, dont vos calendriers personnels, ce que moi j'adore parce que je peux lui dire, je veux aussi que tu ailles le voir dans mon calendrier familial pour être sûr qu'on n'a pas un rendez-vous chez le dentiste puis que je viens de donner le rendez-vous de l'autre côté. Donc, il peut tenir compte de plusieurs calendriers, mais aussi du calendrier de plusieurs personnes. Fait que donc, vous voulez rencontrer un parent, moi et Chantal, on veut être là tous les deux. On veut aussi inviter l'orthopédagogue et notre direction adjointe. Bien, je peux venir ajouter ces personnes-là. Et s'ils utilisent là, le calendrier de rendez-vous, eux aussi, ça va prendre en compte leur disponibilité à eux aussi. Donc, je vois ça pour des travaux d'équipe, des rencontres de parents. On peut en faire plusieurs calendriers. Je peux avoir des calendriers de 5 minutes pour des récupérations avec les élèves, par exemple. Je peux avoir des calendriers de 30, de 1 heure, un calendrier pour des rencontres en virtuel, des calendriers pour des rencontres en personne. Donc, je peux avoir de multiples calendriers. Je le vois beaucoup dans les milieux, ils l'utilisent pour les rencontres de parents, entre autres. On met des plages horaires dans notre calendrier et voici, on envoie un lien et ils s'inscrivent. C'est pas une obligation de s'inscrire avec un compte Google en passant. C'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est à nous de décider. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Vous pouvez mettre des pauses entre vos rendez-vous. Vous pouvez justement décider d'imposer un compte ou pas. Vous avez plusieurs possibilités. Google Feuille de calcul, je ne sais pas si on a des gens qui font du tableur, qui font tout ça. Je vous montre quand même quelques-unes. J'ai Caroline. Donc, je vous montre quelques possibilités dans Google Feuille de calcul. Je vous dirais que depuis que je suis à mon compte, c'est probablement l'outil que j'utilise le plus. C'est pas mon plus créatif, c'est celui qui fait mes taxes et mes impôts et mes dépenses. Mais je suis contente de voir des fonctionnalités comme celle-ci. Donc, le premier, c'est la possibilité de convertir en tableau. Donc, on entre toutes nos cases. Comme vous voyez, il est allé sur Format et Convertir en tableau. Et automatiquement, il m'a fait une mise en page et il m'aide à convertir mon tableau. Donc, par exemple, il va dire, tu as souvent mis la province, par exemple. Il va me dire, est-ce que tu veux que je le change en
cases à dérouler, en cases à cocher. Donc, il va venir m'aider à ajouter des filtres, à ajouter. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec toutes les formules inimaginables, vous n'êtes pas un geek de calcul comme mon chum à la maison, ben ça, là, c'est génial pour débuter. On met ça, on lui dit « Parfait, mets-moi ça en petite case déroulante. » C'est merveilleux. Tous ceux qui préfèrent avoir le grand contrôle de tout vont me dire « Je n'aime pas le tableau, j'aime mieux avoir le contrôle. » Allez-y. Mais si vous voulez que ça vous gère, ça, c'est merveilleux, convertir en tableau. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est les notifications conditionnelles qui sont disponibles avec la version Éducation Plus. Ça nous permet de choisir, par exemple, une plage ou une case ou un endroit dans notre tableau et de recevoir un courriel quand il y a une modification qui est faite. Je pense justement que c'était Caroline qui nous partageait qu'elle a un projet en sciences avec les élèves et elle voulait être avisée quand il y avait une modification qui était faite dans le fichier. Donc, ça lui permettrait d'ajouter un courriel. On peut ajouter jusqu'à 10 personnes qui peuvent recevoir un courriel pour être avisées. Donc, quand on travaille collaborativement dans un document, on peut recevoir des alertes et ça nous envoie un courriel qu'on peut cliquer et arriver dans la bonne section et savoir ce qui s'est passé dans le fichier. Donc, intéressant. Donc, Monique est perplexe ou elle est en réflexion à comment elle va utiliser ça. Je ne sais pas cet emoji-là. Moi, je le vois perplexe ou en questionnement. Donc, voilà. Google Chat, je vous en parle. Vous allez me dire, mais Alexandra, on n'utilise pas Google Chat, nous, dans notre milieu. Eh bien, peut-être que ça va changer avec la nouveauté que je vous montre là. Il y a des nouveaux paramètres pour l'utilisation par les élèves. Jusqu'à tout récemment, Google Chat, c'est un outil absolument génial qui permet de jaser avec les collègues. Moi et Chantal, on l'utilise régulièrement pour se parler, pour clavarder, pour se partager des documents, faire des suivis de tâches et autres. Il y a la possibilité d'ouvrir un canal d'annonces seulement. Donc, j'ai certains milieux qui ont choisi de l'ouvrir et ils font les annonces plus générales. Il n'y a pas moyen de commenter. C'est juste un canal où on reçoit des annonces, des informations, par exemple. Mais il n'y avait pas des micro-paramètres qu'on pouvait mettre au niveau des élèves. Et là, les élèves pouvaient s'en servir pour clavarder entre eux puis partir des petites conversations et autres. Eh bien, maintenant, c'est possible de pouvoir enlever ce volet-là et que les élèves ne puissent rejoindre que seulement s'ils ont été invités par un enseignant qui, donc, a quand même une vue sur la conversation. Quand je le présente dans des milieux, il y en a plusieurs qui me disent « Ah, mais pour le travail d'équipe, ça serait absolument génial. J'ouvre les équipes, j'invite moi-même les élèves, je reste propriétaire de l'équipe. Donc, je vois ce qui se passe. Les élèves ne peuvent pas vous enlever de l'équipe, mais plutôt qu'ils jasent dans des Snapchat et autres en dehors, bien, ils ont un outil dans un contexte scolaire où ils peuvent se partager les documents. Il y a une liste de tâches aussi qui est intéressante pour savoir qui fait quoi, apprendre à organiser un projet. Donc, sachez qu'il y a des paramètres que vous voyez à l'écran. Ce que vous voyez à l'écran permet de restreindre le clavardage, la création de groupes par les élèves. Donc, tout doit être créé par les enseignants et il y a plus d'accès dans la console de ce côté-là. Et bien sûr, beaucoup de nouveautés au niveau des Chromebooks. Je vois le temps filer et j'y vais vite. Les Chromebooks ont maintenant la possibilité de visionner le calendrier directement à partir de la date. Donc, on peut naviguer et voir ce qu'on a mis dans Google Agenda. On peut aussi voir notre liste de tâches de calendrier directement là. Et si on a mis, par exemple, une date de remise dans Google Classroom, bien, l'élève va aussi pouvoir voir les travaux à venir, pouvoir filtrer dans son Chromebook, aller voir, bon, bien, il me reste ça à faire et en cliquant, va ouvrir directement Classroom pour aller voir le devoir qu'il lui reste à faire. Donc, tout est bien organisé dans son calendrier, ses tâches, les devoirs à faire dans Classroom directement dans le Chromebook. Tout récemment, ils ont aussi ajouté le mode sans distraction que j'aime beaucoup. Vous avez donc la possibilité, je vais utiliser ça, vous avez la possibilité de partir une minuterie, donc qui va fermer toutes les notifications, qui va partir une minuterie qui va aider l'élève, par exemple, à dire pour les 10 prochaines minutes, je travaille sur mon brouillon. Vous avez
Dans les comptes personnels, je ne l'ai pas vu encore dans les comptes éducation, mais vous avez même des petits bruits de nature et le petit YouTube Music qui peut être parti pour mettre de la musique pendant qu'on travaille. Dans la version éducation, je ne l'ai pas vu, je l'ai dans mon compte personnel de mon côté et je m'en sers parce que je peux mettre un petit bruit de fond de nature, dire pour les prochaines 25 minutes, je m'en vais faire tous mes courriels et je ne fais que ça. Ça aide à s'organiser. C'est donc disponible dans le Chromebook. Dans le menu de capture d'écran du Chromebook, on a maintenant la possibilité, on avait déjà la possibilité de faire des captures d'écran, de faire de la capture vidéo. Maintenant, on peut faire un GIF animé aussi avec la capture et on a aussi la possibilité de faire un enregistrement dans le menu d'enregistrement vidéo. On pourrait le faire seulement à l'audio. Donc, des belles possibilités d'enregistrement différenciées. L'élève pourrait nous démontrer, par exemple, sa démarche avec un GIF animé, par exemple. Donc, plusieurs possibilités dans l'outil de capture d'écran. Parlant d'outils d'enregistrement d'écran, le Chromebook a le screencast ou l'enregistreur d'écran qui était déjà là, mais il y a plusieurs nouveautés en 2024 qui sont arrivées, surtout dans les outils de montage. L'interface a changé quelque peu. On a maintenant la possibilité de faire du montage et de couper au niveau de chaque phrase et non de chaque paragraphe, parce qu'avant, il fallait effacer une section au complet. Donc là, on peut y aller phrase par phrase et ça va aussi couper dans la vidéo la phrase qu'on vient de dire. On peut aussi ajouter et supprimer des sauts de paragraphes. Donc, on peut jouer un peu plus avec la mise en page, ce qui va nous permettre de faire de l'édition à même le texte et d'ajouter des chapitres, des titres dans la retranscription. Donc, on peut éditer notre transcription parce que quand on partage, par exemple, avec l'élève une vidéo qui a été faite avec Screencast, il a accès à la retranscription. Donc, on peut l'aider en ajoutant des titres, des sauts de paragraphes et autres. Donc, on peut venir jouer avec le tout. Et une autre nouveauté, c'est qu'on avait déjà la possibilité de faire la traduction de la retranscription. Donc, quand Chantal me faisait une vidéo, elle me l'envoyait. Si je voulais avoir la retranscription en anglais, bien moi, comme utilisateur qui visionnait la vidéo, je pouvais le faire, mais Chantal n'avait pas la possibilité de pouvoir voir avant de me l'envoyer, ça avait l'air de quoi la traduction, puis y avait-tu des erreurs ou autres, mais là maintenant c'est possible en édition de pouvoir dire maintenant montre-moi ce que ça a l'air de l'autre côté pour pouvoir peut-être faire certains ajustements dans la retranscription. Il y a une retranscription qui est faite automatique, mais des fois il y a des fautes. Mon nom par exemple est toujours massacré par tous les outils de retranscription du monde, donc je suis obligée d'aller le corriger manuellement et c'est tout à fait possible de le faire dans Screencast aussi. Sur les Chromebooks, mais aussi disponible dans votre navigateur Chrome. Par contre, le Chromebook a un petit plus. Le mode lecture dans Chrome nous permet de pouvoir lire sans distraction. Donc, on a un petit module dans Chrome qui nous permet de tasser notre écran et de pouvoir enlever toutes les publicités, les images, les pop-up. Donc, vos cœurs qui poperaient partout, je pourrais les enlever avec mon mode lecture si je voulais pour ne pas avoir aucune distraction. Et sur le Chromebook, on peut aussi avoir la synthèse vocale, beaucoup de nouvelles voix qui ont été ajoutées, qui sont très naturelles. Ça fait même la lecture là, en mode karaoké, là, que ça suit le texte. On peut décider si on veut faire ça ou pas. On peut venir changer la police d'écriture sur le texte. On peut venir jouer avec l'espace entre les lignes. Bref, beaucoup de possibilités pour venir jouer directement avec le texte qui est sur un site web. Moi, je m'en sers régulièrement parce qu'il y a des sites qui ont vraiment trop de publicité sur leur site puis que ça pop de partout. Donc, je peux lire l'article en paix. Mais bref, je crois que vous voyez les possibilités pédagogiques pour tous. On a aussi la possibilité d'extraire du texte d'un PDF à partir du Chromebook directement dans la galerie ou dans les fichiers PDF. Donc, et en passant, le mode lecture fonctionne aussi dans l'outil de PDF. Donc, ça pourrait être un PDF qui a beaucoup de choses qui nous distraient. On pourrait utiliser le mode lecture pour pouvoir le lire et donc pouvoir donner un PDF à l'élève et l'élève le lit et modifie ça comme il veut. Et ils ont aussi annoncé 10 ans de support de mise à jour pour les Chromebooks. Donc, les mises à jour de sécurité qui vont être soutenues pendant 10 ans pour les Chromebooks, ce qui est vraiment génial, ce qui fait qu'on va pouvoir les garder très longtemps de notre côté. Et là,
En 2024, là, vous avez le droit de mettre des pouces vers le bas, de pleurer. C'est le temps de réagir avec les autres. Vous ne les avez pas utilisés jusqu'à présent. On a dit adieu à Jamboard en 2024. On est très, très triste. On nous a ajouté le module complémentaire de Figma, de FigJam, qui est vraiment génial. D'ailleurs, il y avait ou il va avoir un webinaire avec le récit des arts qui nous présentait justement cet outil-là. Soit ça a eu lieu, l'enregistrement doit être quelque part, soit ça va avoir lieu, puis manquez pas ça. C'est un outil, bon, ça remplace pas tout notre Jamboard qu'on aimait. Mais parfois, on a des deuils et parfois, on accueille des petits nouveaux. Et on a maintenant, depuis quelques semaines, Google Vids, qui est un outil de montage vidéo hallucinant, qui est disponible déjà. Si vous avez Éducation Plus, vous pouvez déjà le tester. Pensez à un mix de Google Présentation dans lequel aussi simple d'utilisation, collaboratif, mais que vous pourriez faire du montage vidéo. Il y a une banque de fichiers multimédia hallucinante avec de la musique libre de droit, des images libres de droit. Une des fonctionnalités que j'adore, c'est la possibilité de faire de la narration par-dessus la présentation. Ça fonctionne extrêmement bien. On peut même copier notre texte, lire, on voit avancer là, notre montage vidéo, on fait une narration par-dessus. Tout ça directement dans le compte de l'élève, partageable, collaboratif, peut vous le remettre dans le Classroom par la suite. Donc, un nouvel outil. Pour le moment, il est disponible dans votre Google Drive. Vous allez dans Fichiers nouveaux et vous allez voir Google Vids comme la possibilité de créer un nouveau document, mais Google Vids. Éventuellement, ce qui va être disponible dans la gaufre d'application, j'imagine, parce que c'est un nouvel outil de la suite. D'ailleurs, vous allez avoir la possibilité de le tester si vous venez nous voir à la COPS parce que je sais qu'il y a un atelier qui a été soumis qui va le présenter, puis on aura la possibilité de le tester et tout. Donc, Google Vids qui est vraiment un coup de cœur. Sur ce, c'était les nouveautés 2024. J'espère que vous avez découvert peut-être certaines nouveautés, peut-être que vous avez redécouvert certaines nouveautés que vous aviez oubliées. Vous avez à l'écran mon courriel. Je vais, dans les prochaines heures ou demain matin, c'est selon, vous envoyer un courriel. Vous allez recevoir la présentation avec les liens cliquables, mais j'ai vu Chantal travailler très fort dans le clavardage et partager les liens. Vous les aurez aussi dans la présentation. Vous pouvez répondre aux courriels que vous avez reçus, poser vos questions, mais je vous invite vraiment à poser vos questions dans le groupe GEG Québec parce que vos questions peuvent peut-être faire bénéficier d'autres. Partager vos usages, de dire, ben nous, on l'utilise de telle façon dans notre milieu. L'idée, c'est vraiment de pouvoir collaborer. Et oui, Caroline, c'était tout un sprint. Je suis très fière que je suis rentrée dans mon 1 heure. Donc, voilà. Je vous ai aussi mis à la fin des ressources. Le premier, c'est quand est-ce qu'ils ont été lancés, chacune des nouveautés. Les documents sont en anglais, mais bon, on a toujours un petit traducteur dans Google Chrome qui peut nous aider. Et il y a une petite vidéo aussi des présentations en anglais sur le blog de Google. Donc, vous pouvez tout à fait aller voir les documents que j'ai ajoutés. Et à ce moment-ci, je vais arrêter la présentation, pas la présentation, mais l'enregistrement, ce qui va vous permettre de poser des questions. Ceux qui n'ont pas de questions peuvent soit écouter les questions des autres ou peuvent aller souper et on se revoit en 2025. Ceux qui veulent poser des questions, ça va me faire plaisir de rester et de voir comment je peux vous aider. J'arrête donc l'enregistrement.